Donc, on se dit qu'on part? Donc, en fait, le Parfait. pourquoi, moi, j'ai invité Sylvie, c'est parce qu'elle a reçu un très gros financement pour travailler sur les soins gynécologiques et obstétricaux irrespectueux au Québec. Et donc, je trouvais que ça partait très, très bien, en fait, la journée pour pouvoir parler de c'est un peu quoi l'état de la situation, parce qu'on veut bien parler des solutions, mais il va falloir quand même nommer le problème. Donc, Sylvie est là pour nous nommer le problème avant qu'on passe dans les solutions. Parfait. Alors, la question que tu m'avais posée, Magali, et c'est ce à quoi j'ai répondu, donc je vais quand même vous la relire. Alors, Magali me faisait remarquer, ça fait longtemps qu'on parle des réalités des violences obstétricales et gynécologiques. Le RNR, que vous connaissez fort probablement, travaille là-dessus depuis des dizaines d'années. Il y a eu des mouvements aussi d'envergure comme Balance ton utérus en France. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de documenter cette situation-là au Québec? C'est ça que tu me posais, hein, Magali? Oui. Parfait. Et à ça, je répondrais, ben, c'est pas que c'est plus important de le documenter aujourd'hui qu'il y a 20 ou 50 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire taire les voix qui dénoncent ces phénomènes-là. Parce qu'on a des moyens maintenant de libérer la parole euh, qu'on n'avait pas auparavant et parce qu'il y a une force de frappe, je dirais, qui est peut-être plus grande. Il y a eu la semaine passée, vous avez vu sûrement à Radio-Can une série de photojournalisme, en tout cas sur des témoignages de violences gynécologiques, obstétricaux. Il y a vraiment des échos, donc il y a vraiment une prise de parole qui est plus grande. Évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort, c'est la suite des travaux qui ont été menés de l'avant par des initiatives citoyennes, mais surtout par des groupes de militants féministes au Québec et ailleurs aussi à l'international. Et je pense qu'au Québec, on est arrivé là à ce que au niveau gouvernemental, on se rende compte de l'importance finalement de s'attarder à documenter ces réalités-là. Évidemment, vous le savez si vous avez regardé les journaux dans les dernières années, il y a eu grand vent de ça, par exemple, en France, où on a eu un rapport du Haut-Commissaire à l'égalité entre les hommes et les femmes sur les violences sexistes dans les soins de santé, les violences obstétricales. Donc, il y a des projets de loi en Amérique du Sud. Ça fait aussi longtemps qu'il y a des lois, mais pas dans tous les pays, mais dans plusieurs pays, qu'il y a des lois aussi qui encadrent les violences obstétricales, question de permettre aux femmes de donner naissance dans des contextes un peu mieux. Hein? Donc, tu sais, on est finalement dans la mouvance. On n'est pas des précurseurs au Québec. On est un peu à la traîne, je dirais, à certains égards. Pourquoi ça arrive ici, aussi à ce moment-là, c'est que je pense que longtemps au Québec, on s'est senti peut-être un peu moins concerné par ces réalités-là. Pourquoi? Bien, parce qu'on a un système de santé qui est globalement assez performant. Bon, pas si on cherche un médecin de famille, pas si on a le goût d'aller, pas le besoin d'aller aux urgences et de consulter quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des services qui reposent sur des valeurs d'universalité, d'équité, d'accès. Et donc, on a des principes, à tout le moins, qui favorisent une prise en charge médicale. On a aussi des ordres professionnels qui encadrent le travail du personnel soignant. Donc, je pense qu'on s'est senti moins préoccupé peut-être que dans d'autres pays parce qu'on avait cette structure de soins-là qui nous donnait peut-être une impression de sécurité et de soins bien rendus. Donc, je pense qu'à cause de ça, on a préféré peut-être, je fais des hypothèses, faire la sourde oreille, dire que c'était de l'anecdotique, dire que oui, telle personne, mais est-ce que ça représente vraiment ce que l'ensemble des femmes, des personnes qui reçoivent des soins de santé reproductive vivent? Bien, pas vraiment. Mais là, on est rendu là aujourd'hui.
Et c'est ça, finalement, on s'est rendu compte, puis là, c'est une citation que je trouve intéressante, ce qu'on ne compte pas finit par ne plus compter. Donc, on est rendu à un moment où on veut avoir un portrait chiffré de ce qui se passe au Québec en termes de soins gynécologiques et obstétricaux. Tu as parlé de soins respectueux. Dans l'appel à projet, on a parlé d'humanisation des soins gynécologiques et obstétricaux. Donc, c'était le vocable qui a été utilisé. On s'entend et on avait une réunion fort intéressante ce matin. Je vois plusieurs des partenaires qui étaient là où on a discuté de terminologie aussi parce que quand on rassemble une équipe, je vais revenir plus tard sur ça, quand on rassemble une équipe avec des gens de divers horizons, mais le choix des mots est important aussi. Donc, comment on va nommer les choses. Je pense que ce projet-là, et c'est un projet partenarial, donc c'est un projet qui regroupe une trentaine d'organisations, de regroupements professionnels, d'ordres professionnels. Parfait, OK. Excuse-moi. Arrive à point et a une structure qui permettra, évidemment, là, c'est un projet de recherche, c'est pas la panacée. Je n'ai vraiment pas la prétention de penser que ce projet-là va transformer les soins de santé au Québec. Mais je pense que ce projet-là, dans sa structure, va permettre de faire entendre des voix qui sont peut-être trop souvent tues parce qu'on a des partenaires importants qui ont des savoirs expérientiels qui vont nous permettre justement d'avoir accès à ces voix-là. On a des canaux qui vont permettre de diffuser ça et on a des ordres professionnels qui sont peut-être des fois un peu là à la traîne ou parce qu'ils avaient plus ou moins le choix parce que ça devenait un sujet chaud, mais qui y sont et qui veulent aussi, c'est ça, améliorer la situation des soins. Ça, c'était globalement ta première question, Magali. Et ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, en fait, quand j'ai rencontré Sylvie et qu'on s'est parlé pour la première fois, c'était justement d'avoir réussi à mettre les ordres professionnels, d'avoir mis en fait une diversité d'acteurs et d'actrices autour de cette recherche-là, ce qui est quelque part formidable parce que tu dis, waouh, quel tour de force de mettre autour de la table ce monde-là et en même temps de se dire, mais ça a pris tellement de temps pour arriver là. Ben, ça fait comme des années que les organismes communautaires en santé des femmes essayent d'avancer sur ces sujets-là, puis que, ben, c'est ça, il y avait une bonne conjoncture à ce moment-là. Oui, oui, vraiment, mais c'est ça, comme je disais, cet appel-là n'est pas apparu de nulle part. C'est parce qu'il y a eu des consultations auprès des citoyennes, auprès des chercheurs, auprès des groupes, parce que les groupes ont fait des revendications que ce projet-là, que cet appel à projet-là est arrivé. Là. Donc, c'est ça, c'est le travail cumulé des années de forcer les portes, de vouloir ouvrir les portes, et c'est pour ça que c'est arrivé là. Et ce n'est pas anodin non plus que ça soit une action concertée. Puis là, je ne veux pas aller dans le jargon de la recherche, mais au Québec, on a des organismes subventionnaires où, comme chercheur, tu déposes un projet parce que ça correspond à des besoins que toi t'identifies ou un domaine dans lequel tu veux travailler. Et on a aussi ce qu'on appelle des actions concertées qui sont des appels ciblés où on interpelle l'ensemble des chercheurs pour dire, ben voilà, nous, on a besoin de données dans ce domaine-là. C'était les soins de santé, les domaines émergents en santé des femmes. Il y avait la charge mentale et il y avait l'humanisation des soins gynécologiques obstétricaux. Donc, c'est pas rien non plus. Et ces projets-là, en fait, ils sont réalisés en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le secrétariat à la condition féminine. C'est un processus un peu lourd parce que tu as de la reddition de comptes à faire souvent, il faut que tu les rencontres, bon, etc., etc. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont, ou plusieurs personnes qui sont impliquées dans le développement de programmes dans ces ministères-là et qui, donc, eux, s'assurent que les résultats sont intégrés dans les politiques. Donc, ce sont des projets qui ont des résultats, je dirais, assez tangibles. Et en fait,
Dans le passé, j'ai déjà dirigé une action concertée. J'ai trouvé ça tellement lourd. Je me suis dit, moi, je ne refais plus jamais ça. Évidemment, là, ça revient, puis wouhou, je dépose quelque chose. Mais les résultats de l'ancien projet, mais en fait, ils vont être, qui portaient sur la violence conjugale en période périnatale, vont être intégrés dans le prochain plan d'action en périnate où le dépistage de la violence va devenir obligatoire. Mais donc, juste un exemple pour dire que ces résultats-là sont importants. Donc, c'est pour ça que ce type de projet-là m'intéressait parce que je le sais qu'on a des oreilles, disons, plus attentives par la suite, puis une possibilité de changer les choses. Et le projet, pour moi, la structure est une façon c'est ça, de mettre à l'avant-plan ce que les gens vivent comme expérience lorsqu'ils vont voir un médecin, que ce soit pour des soins de transition, que ce soit pour des traitements de fertilité, peu importe les contextes de santé reproductive où on a besoin d'avoir des soins et qui se passent pas toujours bien, où nos besoins ne sont pas entendus, ben c'est l'occasion de faire entendre ces voix-là. Est-ce que tu peux comme nous placer un peu les étapes du projet? Genre, comment est-ce que vous avez conçu les différents... genre, quelle forme ça va prendre finalement? Parce que là, c'est un projet qui va aller sur plusieurs années. Oui, OK. Globalement, parce que je ne vais pas vous, vous ennuyer avec ça, mais d'ici 2 semaines, il y a une première enquête qui va être lancée, donc un volet quantitatif où on va sonder les expériences des personnes, que ce soit dans le cadre de soins gynécologiques, de santé reproductive ou de soins obstétricaux. Par la suite, il y a un volet qualitatif. On va vouloir rencontrer des personnes qui... Et je tiens à mentionner que dans le volet d'enquête plus quantitatif, on n'est pas obligé d'avoir vécu des soins violents pour participer. On peut avoir vécu des soins qu'on juge excellents et notre voix est extrêmement importante aussi parce que ce qu'on veut recueillir, c'est les besoins. Ce sont les besoins aussi. Au-delà du type de soins que tu as reçu ou pas reçu ou ce que tu aurais aimé avoir, tu as besoin de quoi quand tu vas voir un professionnel soignant? Donc, il y a tout ça. Ensuite, on veut rencontrer des personnes qui ont vécu des soins qu'elles estiment violents pour entendre leurs témoignages, pouvoir comprendre ce qui est en jeu. Et par la suite, parce que c'est important, on travaille avec le personnel soignant, donc de voir aussi c'est quoi leur perspective sur ces soins-là, quels sont les défis que ces personnes rencontrent lorsqu'elles dispensent des soins. C'est quoi les structures de soins dans lesquelles elles travaillent qui compliquent peut-être l'offre de soins qu'elles peuvent déployer? Et c'est quoi les solutions, les stratégies qu'elles voudraient mettre de l'avant, proposer pour améliorer la qualité de ces soins-là? Fait qu'on a ces volets-là, puis par la suite, on a un volet qui est vraiment agréable, qui est un volet de création. Donc, on a des gens en design qui vont travailler de l'animation, qui vont travailler des affiches, qui vont faire du data art pour que ces données-là soient accessibles et transmises autrement que dans des formats plus scientifiques. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient dans les années à venir pour le projet. Je te laisse après aller libre sur ce que tu trouves le plus important. Parfait. Alors, ce que tu m'avais demandé comme réflexion, puis je pense que c'était en fait de partager avec vous, c'était quoi les défis qui étaient associés au fait de travailler sur un projet comme ça avec autant d'acteurs d'horizons différents. Et les personnes qui étaient là ce matin vont pouvoir témoigner avec moi. C'est pas simple. C'est pas simple quand tu as autour de la table un groupe communautaire, je te vois hocher la tête, un groupe communautaire qui défend les intérêts d'un mouvement, par exemple, d'humanisation des naissances et que tu as, disons, une personne qui représente l'Association des gynécologues obstétriciens du Québec, parce que, ou différents points de vue, pour développer un questionnaire, ça va, pour analyser des choses, ça va, mais quand on arrive à la question de nommer comment, et c'était le but de notre rencontre ce matin, comment on nomme ça, ces situations-là qu'on rencontre? On est tous et toutes capables de voir que dans un tel type de soins, je ne sais pas, moi, le consentement n'a pas été éclairé, n'a pas été recueilli, qu'il y a eu un refus de traitement qui n'a pas été respecté. Mais est-ce qu'on appelle ça une pratique médicale inadéquate?
Est-ce qu'on appelle ça un soin respectueux? Est-ce qu'on appelle ça des violences gynécologiques et obstétricales? Comment on appelle ça? Et bon, donc on a travaillé ce matin pour arriver à avancer. Vous n'êtes pas surprise, hein, si je vous dis qu'on n'est pas arrivé à un consensus. Mais bon, on s'y attendait, puis c'est correct. Mais l'idée est de voir où on se situe, c'est où les résistances. Et l'idée, évidemment, du projet, c'est de mettre à l'avant-plan les voix des personnes. Et si les personnes identifient que ce sont des violences, bien, ça va être la terminologie aussi qui va être utilisée. Mais en même temps, je dis ça, tu m'as demandé, il y a ces défis-là, mais il y a tellement d'avantages à travailler avec toutes ces personnes-là aussi qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de le faire autrement. C'est-à-dire que j'ai besoin de Zénab et de ses connaissances pour m'éclairer sur ce que peuvent vivre les femmes racisées et immigrantes au Québec parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas d'expérience parce que je ne l'ai pas vécu. J'ai besoin de Florence d'Interligne aussi pour m'expliquer certaines choses quand on est un couple de femmes et qu'on va recevoir des traitements de fertilité pour pouvoir avoir un enfant. Donc, il y a plein de choses que je ne sais pas et j'ai besoin de l'expertise des gens pour éclairer le projet. J'ai besoin aussi des gynécologues, des obstétriciens, j'ai besoin des médecins, des sages-femmes, des infirmières pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les unités de naissance, pour comprendre ce qui se passe dans les cliniques, comprendre comment le système est organisé, ce qui va bien, ce qui va moins bien, parce que la notion de violence gynécologique et obstétricale, en fait, elle se distingue des concepts de violence conjugale, où il y a clairement une personne qui veut prendre le contrôle sur l'autre et établir une domination. Dans un contexte médical, entendons-nous, il y a aussi un rapport d'autorité qui est là. Mais l'intention n'est pas nécessairement de contrôler l'autre, de dominer, d'être violent. La résultante peut être la même, mais l'intention n'est pas là. Donc, on a besoin d'être tout le monde ensemble pour réfléchir à ça, mais aussi pour avancer par la suite sur le plan de la formation. Moi, j'aurais beaucoup moins de poids, Sylvie Lévesque, chercheure à l'UQAM, pour aller dire, je ne sais pas, aux universités en médecine, revoyez votre cursus parce que vous avez besoin, c'est nécessaire d'intégrer une approche de soins sensibles au trauma. Vous avez besoin de ci, de ça. Je ne serais pas entendue. Mais si les différentes associations professionnelles sont là, ben, il y a beaucoup plus de chances que les choses bougent. Donc, je pense qu'on a besoin l'un l'autre de travailler ensemble et c'est le compromis qu'on va faire dans le cadre du projet. Ça va peut-être être plus long, ça va peut-être être plus difficile, je vais peut-être avoir plus de cheveux blancs en sortant. C'est correct, on va y aller comme ça. Et puis, les questions que tu m'avais posées, puis là, je passe à travers mes notes, j'oublie sûrement plein d'éléments, mais tu m'as demandé 2 questions vraiment difficiles, Magali. Tu m'as dit, pourquoi et par quel mécanisme les voix des personnes minorisées sont-elles systématiquement étouffées par les institutions et le milieu médical? Rien de moins, hein? Un petit lundi. Et tu m'as aussi demandé comment changer un système médical qui s'est construit avec comme référent le corps de l'homme blanc cis. Ça aussi, là, j'ai vraiment pensé que tu avais une dent contre moi et que tu voulais ma mort. Alors, j'ai plutôt écrit quelques réflexions, en fait, et ce ne sont pas des réponses à tout casser, ce sont des pistes pour réfléchir avec vous, pour échanger, parce que je n'ai vraiment pas la prétention d'être une experte dans ce domaine-là. Je développe une expertise, mais je ne me positionnerai jamais non plus comme une experte. Ta première question sur pourquoi les voix sont systématiquement minorisées, j'avais un peu de difficulté avec celle-ci. J'avais de la difficulté parce que quand on regarde en tant que chercheur, quand on regarde les données, on voit qu'il y a des violences gynécologiques et obstétricales qui sont observées chez plein de groupes de la population. Et donc, on voit que ce ne sont pas systématiquement les mêmes groupes. Par contre, quand on fait des analyses plus poussées, on voit qu'il y a des groupes qui sont beaucoup plus à risque.
on les connaît, hein, on sait qu'il y a une représentation de femmes autochtones, de personnes racisées, de femmes dont le ou la partenaire aussi est une minorité, appartient à une minorité sexuelle, des personnes minorités sexuelles aussi, mais aussi les personnes qui ont des revenus moins élevés, les personnes, c'est fou, mais qui ne parlent pas la même langue que le professionnel soignant. Donc, il y a plein de groupes qui vont aussi être plus susceptibles, disons, de vivre des violences gynécologiques obstétricales. Un autre élément, en fait, m'amène à dire que les recherches dont on dispose, et il y en a plusieurs qui ont été réalisées, vont montrer que les personnes vont avoir différentes réactions lorsqu'un geste comme cela ou une série d'événements qu'on peut qualifier comme étant violents vont se dérouler. Il y en a qui vont figer. Il y en a qui vont se dire, ben, je serre les dents, puis j'endure, puis ça va finir bientôt, puis je vais juste passer à d'autres choses. Il y en a qui vont réagir, il y en a qui vont être entendus, il y en a qui ne seront pas entendus. Donc, il y a toute une série de réactions. Et est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, qu'elles sont systématiquement étouffées ou minorisées? Je ne sais pas, mais je vais un peu plus loin. Quand on regarde encore la littérature, on se rend compte que oui, il y a des professionnels soignants qui ont des biais. Je dirais, non. On parle des fois de biais inconscients, des fois c'est peut-être inconscient, mais des fois c'est aussi très conscient, hein, des préjugés. Vous avez probablement entendu parler du syndrome méditerranéen ou l'idée que les femmes africaines aussi accouchent plus facilement, puis donc qu'elles ne ressentent pas la douleur, par exemple. Visiblement, cette personne-là n'a jamais accouché. Mais bon, donc, il y a plusieurs préjugés aussi, des fausses croyances qui vont être présentes chez les professionnels de la santé aussi, qui vont faire en sorte que le regard sur les soins, sur les personnes qui sont devant elles, va aussi différer. Le dernier point, en fait, porte sur les recours à la suite de ces violences-là. On n'a pas de données jusqu'à maintenant sur quand on a vécu un événement comme ça, est-ce qu'on dénonce ou pas? Est-ce qu'on dénonce au civil? Est-ce qu'on dénonce au pénal? Est-ce qu'on fait une plainte en déonto? Est-ce qu'on va voir le commissaire aux plaintes de l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas combien de femmes font des plaintes, mais visiblement, au nombre de plaintes qui sont entendues et retenues, versus ce qu'on voit de données, peut-être pas ici, mais ailleurs, il y a clairement un nombre important de personnes qui décident de ne pas porter plainte pour tout plein de raisons qui sont probablement très bonnes et qui leur appartiennent. Perte de confiance dans le système, peut-être, sentiment que ça ne vaut même pas la peine d'entamer ces démarches-là parce que ça va être lourd, parce qu'on va être revictimisé de toute façon, parce que ça n'a juste, je vais juste passer à autre chose. Donc, comme on n'est pas capable de savoir tout ça, c'est difficile de dire est-ce qu'il y a des gens qui sont systématiquement étouffés. On peut évidemment prendre acte de ce qui est fait ailleurs puis dire que oui, il y a des gens dont les voix sont moins entendues. Le concept d'injustice épistémique est super à cet effet-là, fort probablement, mais je n'ai pas de données pour pouvoir parler de ça. Puis je suis contente qu'il y ait juste 2 minutes qui restent pour vous parler de comment changer le système face à l'homme blanc cis. C'est vrai que le système a été pensé, bon, vous le voyez, vous le savez, là, quand on regarde l'historique de l'obstétrique. En fait, je pense que la question est vraiment de se dire, il faut sensibiliser, il faut aussi punir. Il faut mettre en place des mesures qui font en sorte que si tu poses un geste qui ne correspond pas aux droits des patients-patientes, ben, il faut qu'ils puissent avoir une façon de dire ça ne marche pas et tu vas être passible de sanctions. Il faut qu'il y ait une plus grande diversité aussi chez le personnel soignant pour que les expériences autres puissent être entendues. Il faut que le système soit remis en place parce que je voudrais, et je termine sur ça, Magali, je ne voudrais pas qu'on demeure avec l'impression que des violences gynécologiques et obstétricales sont vécues dans un contexte uniquement d'interaction
Ça se passe peut-être dans un bureau de consultation médicale, mais ça s'inscrit dans un système. C'est pas normal qu'une infirmière entre travailler le matin puis qu'elle ne sache pas à quelle heure elle va pouvoir sortir parce qu'elle est obligée de faire du temps supplémentaire obligatoire. C'est pas normal qu'on doive se mettre sur une liste d'attente pendant des années pour pouvoir avoir accès à un médecin. Puis quand tu en as un, tu t'y accroches parce que c'est impossible de même penser à aller voir quelqu'un d'autre. Tu sais. Fait qu'il y a tout plein de choses qui font en sorte qu'on va accepter des soins qui ne sont pas à la hauteur de nos besoins et ne pas revendiquer des soins qui le sont.